toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Direct entre donc les utilisateurs et les compagnies aériennes. Ça c'est extrêmement important, mais maintenant, du point de vue donc, de la planification de la politique de l'État, vous avez dit que vous avez donc un point focal au niveau donc, de la NACIM. La SECNA aujourd'hui travaille sous le contrôle de la NACIM. Donc tout ce que nous faisons est contrôlé de bout en bout par la NACIM, parce que la NACIM est l'autorité nationale de régulation de l'aviation civile. Je fais donc, si la NACIM aujourd'hui a un projet ou bien s'ils ont des données qu'ils ont besoin donc, au niveau de la SECNA, il y a ce point-là qui leur permet donc de l'avoir. Mais je crois que là où ce serait intéressant d'avoir des experts venant de la SECNA, c'est que nous sommes dans l'exploitation. Eux, ils sont dans la régulation, ils sont donc dans la réglementation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a certains points sur lesquels des gens de la SECNA peuvent avoir donc une autre vision, une vision qui est différente peut-être de la leur. Mais néanmoins, ce que vous avez dit donc, en termes donc, de planification et en termes d'estimation de la capacité, donc, en fait en termes donc, de passagers, vous avez travaillé en termes donc, de passagers. Nous, on a travaillé en termes d'avions. Mais tout se regroupe. Et aujourd'hui, je crois qu'il est extrêmement important de développer le trafic intérieur. Parce qu'on ne peut pas construire un hub aérien sans pour autant que donc, notre trafic intérieur ne soit fluide. Je donne l'exemple souvent, à Séoul, en Corée, moi j'ai voyagé en moyenne à 20 000 francs. Je pars à Jeju, c'est 40 000 won, c'est 20 000 francs CFA. J'achète un billet d'avion low cost. Là, je crois que du point de vue donc, du transport aérien, il faudrait que le transport aérien puisse devenir un outil accessible à tout le monde. Aujourd'hui, au Sénégal, prendre un avion, c'est comme un luxe, alors que ça ne devrait pas être comme ça. La philosophie donc, du transport aérien, c'est comme tout moyen donc, de transport. Maintenant, comment développer donc, ce secteur-là aujourd'hui? Il faudrait qu'on développe donc, le trafic intérieur. Et là, la politique donc, qui a été enclenchée avec le PSE, c'est dans la bonne voie. C'est dans la bonne voie. Et du point de vue technique, si on arrive à développer donc, nos aéroports intérieurs, à développer donc, les infrastructures aéroportuaires, dans peu de temps, on pourrait atteindre donc, les objectifs que vous venez donc, de dire. En tout cas, merci pour l'intervention et l'intérêt que vous avez accordé à notre présentation. Ça montre que vous avez suivi et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger là-dessus, Inch'Allah. Merci. Pour tout ce qui est Internet et autres, mais par rapport même aux restrictions sur le plan réglementaire, il ne peut pas avoir un pourcentage très élevé de détention de compte. Parce que si on voit même pour le account ownership, tout confondu, hommes-femmes, la tranche la plus élevée au niveau de cet échantillon, c'est pour les 20-29 ans, suivi des 30-39 ans. C'est vraiment la tranche d'âge la plus dynamique en tout cas de cet échantillon. Après viennent les 40-49 ans, mais vraiment c'est entre les 20 et 39 ans. Peut-être là, une analyse comparative, effectivement, le benchmark pourrait être fait entre cette tranche et l'utilisation du T-money. J'y arrive pas à penser, mais effectivement, c'est une très bonne observation. Merci beaucoup. La distance, en fait, en termes donc, de temps, nous, on peut l'estimer parce que ça dépend donc de la taille des avions. Il y a donc ce qu'on appelle les minima de séparation. Si c'est un avion gros porteur qui suit un autre avion gros porteur, là, le temps peut ne pas être trop long. Mais à Dakar, on utilise donc 3 minutes entre donc, les séparations donc, des avions. D'accord? Mais ce n'est pas quelque chose donc, de fixe. Moi, par exemple, au niveau donc, de la régulation de l'espace aérien, je peux aligner 2 avions. Si c'est des gros porteurs, je peux faire décoller un avion. 2 minutes après, je peux décoller l'autre avion. Parce qu'il y a donc la turbulence de sillage qui joue. Ça dépend donc de la taille des avions. Par exemple, je donne un Boeing 747 qui décolle. Il laisse derrière lui une turbulence de sillage. Si un petit avion venait à décoller à la suite à 1 minute,
l'avion ne pourrait pas donc décoller normalement. Bien, le turbulence de sillage même peut refouler donc l'autre avion et ça peut créer des dégâts. Mais à Dakar, il faut savoir donc il y a 3 minutes donc de façon normale qu'il faut respecter entre donc les. En fait, c'est l'écart donc de 3 minutes. Par contre, en termes donc de délai, il y a donc, si c'est un avion grand, il y a les 4 nautical miles. 4 nautical miles, c'est 1,853 km. Il faut respecter cette différence-là en termes donc de distance en fait. Si c'est un gros porteur et un petit avion, il faut respecter donc 4 nautical miles. Il faut que donc les avions soient séparés en termes donc de distance. Mais de façon donc rapide, il faut te dire qu'il faut que 3 minutes avant que l'on ne puisse. Mais ça aussi, ce n'est pas quelque chose donc de définitif. Le contrôleur aérien peut bel et bien faire décoller 2 avions. Ça dépend de leur vitesse, ça dépend de leur taille et ça dépend aussi des spécificités donc de chaque avion. Maintenant, l'autre point concernant donc les collisions, comme vous l'avez dit, nous, notre responsabilité aujourd'hui, c'est d'assurer la sécurité, l'efficacité et la régularité des vols. La sécurité, c'est éviter que des avions ne rentrent en abordage. L'efficacité, c'est d'utiliser donc les avions pour qu'ils consomment moins de carburant, pour qu'ils soient à destination. Et la régularité, c'est d'assurer que les avions arrivent donc et décollent en fonction donc de leur temps, ou bien en fonction donc des heures qui étaient prévues avec le minimum de retard possible. Maintenant, comment ça peut arriver? Souvent, c'est comme un accident de la route. Il y a plusieurs facteurs qui participent à un accident d'avion. Ce qui peut jouer, ça peut être donc un facteur donc humain. Le contrôleur peut donner donc des clairances alors qu'il ne devait pas le donner. Je donne donc l'exemple donc de l'accident d'aviation historique, le plus meurtrier, c'est l'accident donc de Tenerife, qui y avait donc une collision entre 2 Boeing 747. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y avait donc un mauvais temps, les conditions météorologiques n'étaient pas réunies. Le contrôleur a donné donc une clairance à un avion pour décoller, alors qu'il y avait un autre avion qui traversait donc la piste. Donc aujourd'hui, nous, en termes donc de contrôle aérien, nous utilisons donc une réglementation qui est assez rigoureuse. Mais il y a plusieurs facteurs qui peuvent influer donc à un accident d'avion. Mais il faut savoir qu'il y a la météo qui peut jouer. Il y a aussi donc le facteur humain. Les avions peuvent ne pas avoir donc la bonne information, ou bien ils sont à des niveaux qui ne sont pas les bons. Aussi donc l'avion peut avoir donc un problème donc de calibrage. Si on donne donc une clairance à un avion donc de monter à un niveau de vol 100 par exemple, il est au niveau donc 90. Le contrôleur il le voit parce que là il y a donc les règles de vol qui jouent. Il y a ce qu'on appelle donc les règles de vol à vue. Ça c'est quand les conditions météorologiques sont claires, sont bonnes. Par contre, la majeure partie des avions aujourd'hui, ils volent suivant les règles qu'on appelle les règles IFR. Ils volent aux instruments. Le pilote, il ne voit même pas ce qui se passe derrière. Il met donc les instructions qui lui sont données par le contrôleur aérien. Si le contrôleur se trompe d'instruction, rapidement, ça peut créer donc un accident d'aviation. Donc voilà donc l'explication que je peux donner. Mais c'est plusieurs facteurs qui peuvent déterminer en fait. Merci beaucoup pour la clarté des réponses. Donc moi je pense que Madame la Présidente, on devrait revoir le timing. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les balises au sol. Comment ça se fait la communication entre les avions et les contrôleurs aériens? Nous avons des balises au sol, des instruments qui sont au sol. C'est des antennes qui émettent des ondes radio. Et ces ondes radio-là sont captées au niveau des avions. Maintenant, les routes, comment est-ce que l'avion sait qu'il est sur telle route? Une route, elle est déterminée par sa position donc magnétique, c'est-à-dire l'orientation magnétique. Je donne un exemple. Aujourd'hui, je peux mettre donc le stylo ici. Il y a donc 360 degrés. Donc l'avion aujourd'hui, il capte une radiale. Et cette radiale-là a une orientation magnétique. La route, elle a donc une largeur. En même temps aussi, elle a une orientation et un niveau. D'accord? En fait, c'est les 3 vecteurs qui permettent de déterminer cela. Moi, aujourd'hui, pour quitter Dakar-Diass et partir à Paris, l'avion, il capte ce qu'on appelle donc le VOR.
Le vôtre, c'est VHF OmniRange. C'est des ondes magnétiques qui permettent de dire à l'avion par rapport à sa distance, à quel kilomètre se trouve telle balise. D'accord? Il est par exemple à Saint-Louis, le capteur qui est à Dias lui envoie une onde. Cette onde-là vient avec un degré. Il va te dire que tu es à telle direction. Tu es à 90 km, à 90 degrés, tu es à 60 degrés, tu es à 70 degrés. D'accord? Au moins, l'avion, il sait que par rapport à son orientation, il doit être donc à combien de degrés. D'accord? Et là, quand il prend donc cette orientation-là, il va lui dire aussi que tu es à telle distance. Tu es à 200 km, tu es à 300 km, tu es à 500 km. Et c'est ça qui détermine donc la route donc, de l'avion aujourd'hui. Donc, c'est des récepteurs. Il y a donc des ondes qui sont émises par des équipements au sol, qui sont captés par des équipements qui sont au niveau de l'avion et qui l'orientent sur sa direction et qui l'orientent aussi par rapport au niveau de vol qu'il doit avoir. Maintenant, par rapport à la multitude des routes, il y en a plusieurs. Mais toutes les routes aériennes sont identifiées par des radiales. On ne peut pas avoir donc deux routes sur la même radiale. Donc les routes peuvent avoir, donc, par exemple, je donne donc la radiale donc 60. Là, les routes ont des noms. Ils ont des noms, ils ont des orientations. Ils ont donc aussi des balises qui les aident donc à les déterminer en fait. Maintenant, donc, par exemple, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, vous quittez Dakar pour aller à Paris. Est-ce que je dois toujours emprunter la même route? Non. Les routes se croisent. Aujourd'hui, en fonction donc de la condition météorologique, un avion peut emprunter donc une route directe, tout comme il peut faire un contournement. Il peut aller directement. Il y a donc les routes qui sont directes. Il y a les routes qui se croisent. Il peut prendre plusieurs routes pour arriver directement à Paris. Bon, il y en a plusieurs, hein, donc c'est une infinité, donc c'est juste donc des lignes imaginaires que nous traçons donc dans l'espace, qui sont déterminées suivant une distance et suivant une orientation magnétique en fait. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.